Merci de votre fidélité renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, le grand jury reçoit M. Boubacar H. Diallo. Il est président de l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction au Mali. Il est aussi membre du CNT. Il a également l'homme qui a pu gérer cette crise du patronat à l'issue de laquelle Mossadegh Bali a été porté à la tête du CNPM. Nous recevons donc Monsieur Boubacar, si vous voulez, honorable Boubacar H. Diallo. Monsieur Diallo, merci de cette première comparution devant les grands jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta, lui, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons M. Laya Djara, il est journaliste au niveau du journal Le Soir de Bamako. M. Djara, merci d'être là. C'est à moi de vous remercier, Barou. Et clin d'œil à M. Shahana Takiyou, qui doit être quelque part ici à Bamako. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. Déjà, M. Diallo, votre observation sur la composition du jury? Bon, moi je n'ai aucune observation. D'accord. Voilà, donc je vous ai toujours vu harceler les gens et les pousser jusque dans les derniers retranchements. Oui. Donc j'ai vu les gens à un moment donné être acculés. Donc quand Chana m'avait fait la proposition la dernière fois, donc j'étais un peu occupé, mais finalement j'étais obligé de les rappeler pour qu'on ne dise pas que j'ai fui tout de même, quoi. Donc j'attends, comme j'ai vu faire aux autres, j'attends être victime de la même chose et on verra bien comment ça va se passer. Abdraman, nous avons honorable Boubacar Hakim, c'est Hachim Diallo. Non, Assimi Assimi, Diallo, Boubacar Assimi Diallo. Votre observation? Bon, je vois qu'il a déjà des préjugés. Il vient déjà avec des préjugés sur le jury. Oui. Des préjugés qui ne sont pas forcément positifs. Mais nous, c'est pour le plus grand bien du public que nous l'accueillons ici. Et je pense que sa présence ici entre dans l'ordre de ce que nous avons toujours souhaité, c'est-à-dire la diversification des profils que nous invitons ici. Donc il est là, il répond vraiment à ce souhait-là. Et en même temps, je pense qu'il réunit aussi la qualité de politique, puisqu'il est quand même membre du CNT. Donc les deux se joignent en lui. C'est en cela que vraiment notre débat, je pense, aujourd'hui sera très intéressant pour le plus grand bien du public qui nous suit à la radio et aussi bien qu'à la télé. Laya, vous avez des avant-propos? Oui, il l'a dit, puisque Draman l'a souligné, il dit qu'il vient avec des préjugés. Je crois que le grand jury, nous sommes ici dans le débat, il est franc, ouvert, nous sommes sans complaisance. Diallo, je crois sans concession, non? Sans concession, sans complaisance Ouais, aussi. Diallo était une invité de taille. Je crois que vous l'avez présenté, ces casquettes, ces différentes casquettes. Ancien membre de l'administration provisoire du CNP, du CNPM. C'est un président de l'administration provisoire. Vice-président, je crois. Il était vice-président de l'administration provisoire. Oui. Et président de l'OPECOM, il est aussi à son deuxième mandat. Aujourd'hui, membre du Conseil national de transition, administration, disons, l'organe législatif de la transition. Moi, je crois que c'est une occasion pour lui de parler de sa vision du secteur privé, puisque l'OPECOM, c'est quand même le secteur privé. Oui. De parler de ses ambitions, de sa vision, après sa reconduction à la tête de cette organisation patronale, oui. Et de ce qu'il est en train de faire au niveau du CNT. Parce qu'au CNT, je crois qu'il n'y a pas de commission parlementaire. Il y a des commissions parlementaires, mais il n'y a pas de groupe parlementaire. Oui. Et ce qu'il est en train de faire, en tout cas pour porter le message du secteur privé au niveau de cette institution. D'accord. Abdraman, ouais. Pour la question de généralité. Oui. La question de généralité, l'OPECOM, parce que moi je pense que c'est une organisation qui n'est pas très bien connue du grand public, seulement les initiés qui connaissent. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres aussi organisations du même type. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en réalité les objectifs que vous visez en tant qu'organisation et quelle est la place que vous occupez dans ce concert
des organisations patronales. Merci. Bon, donc l'OPECOM, c'est l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali. C'est une organisation qui est structurée de Kaya Kidal, donc sur toutes les anciennes régions, 9 régions du Mali et puis le district du Bamako. Nous avons nos représentants à tous les niveaux. Donc nous avons des représentants dans toutes les régions. Et cette organisation, vous dites qu'elle n'est pas connue, et pourtant elle existe depuis 1972. C'est l'une des plus vieilles organisations. Elle s'appelait dans le temps le Sinabat. Bon, donc au fur et à mesure qu'il y a eu des évolutions, on a changé pour ne pas se mettre directement à la tête du syndicat, si c'est là. Donc, comme c'est une association des chefs d'entreprise, donc un syndicat de chefs d'entreprise ne ressemble pas tellement à un syndicat de travailleurs. Donc, nous avons essayé de chercher de l'imagination. Et lors d'une de nos assemblées générales en 2005, donc on a voté pour changer de nom et c'est devenu l'OPECOM BTP, l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali. Et nous défendons les intérêts matériels et moraux des membres. Nous aidons les membres à s'organiser, à les mettre en groupement, à voir comment ils peuvent s'équiper et comment les former aussi. Nous participons à leur formation pour qu'ils puissent faire face à cette concurrence. Parce que le Mali, c'est un pays ouvert. Bon, donc, si vous n'avez pas de bonnes qualités de ressources humaines, alors nous allons être à la merci des autres. Donc, c'est une organisation qui existe depuis une cinquantaine d'années, donc qui est même beaucoup plus vieille que la plupart nous faisons partie des anciens. Je crois que vous avez dû entendre parler de Maman Bodj Touré, Sud Sahara Travaux. Donc, c'est lui qui a créé cette organisation. Voilà. Donc c'est à ce titre que vous êtes présent au niveau du patronat malien, n'est-ce pas? Voilà, représentant de l'OPECOM. Oui, l'OPECOM fait partie des 39 groupements professionnels. Le patronat, c'est un ensemble de groupements professionnels, membres du secteur privé. Et vous avez eu, comme il a dit lors de la présentation, eu à gérer cette grande crise-là qu'il y a eu au sein du patronat malien. Tout à fait. Et qui a laissé vraiment des vagues. Qui opposait déjà un certain Mamadou Sensé Koulibaly au camp Djadje Sangaré. Vous avez eu certes la solution en ne mettant aucun des deux protagonistes à la tête du Turc, mais il est resté quand même au travers de la gorge le fait qu'on a eu l'impression que cette solution a été taillée à la mesure d'un certain Djadje qui était beaucoup mieux placé pour être élu et que les textes ont été vraiment organisés pour lui barrer la route. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, il y a un certain nombre de choses. Il y a deux choses que je dois vous dire d'abord. Parce que ma présence sur ce plateau, comme il y a beaucoup de choses que vous avez à dire autour de moi, donc en tant que membre du CNT, parce que vous l'avez déjà effleuré, donc c'est l'occasion pour moi de saluer les plus hautes autorités et les efforts qui ont été fournis pour que Kidal puisse enfin rentrer dans le giron de notre pays. Nous faisons partie d'un certain nombre de gens qui, avec toute la confiance que nous avons, on était sûr et certain qu'un jour Kidal allait revenir dans le giron du Mali. Même si ça vous fait perdre des adhérents, puisque la plupart de vos représentants là-bas sont de ces organisations-là qui ont pratiquement déserté l'endroit. Non, je vous explique que même dans notre organisation, les représentants de Kidal, les membres de notre organisation de Kidal sont les membres les plus assidus. C'est eux qui payent même régulièrement les cotisations. Ils sont les plus proches de cette rébellion-là, de cette... Non, ce n'est pas... De ces groupes... Oui, ce n'est pas une question de rébellion, parce que eux, à l'Assemblée générale dernière, ils étaient là. Maintenant, la rébellion, moi je suis dans Songo. Et donc parmi les jeunes qui sèment le désordre, quand on est du Nord et tout ça, on a toujours des brebis galeuses. Donc moi je ne les attaque pas. Aujourd'hui, ce qui me revient, c'est de voir comment on peut rassembler tout le monde pour qu'on puisse transformer enfin ce pays. Parce que le secteur que je dirige, c'est un secteur qui ne peut... se développer, qui ne peut avoir des résultats quand il y a la paix. Transcender les sensibilités politiques. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, tout le reste là, c'est derrière nous. Aujourd'hui, nous avons des problèmes et auxquels il faut trouver des solutions. On a déjà eu les aspects... Pour revenir à la question, parce qu'on est en train de s'éloigner de la question.
Il s'agit de la question. La question se rapporte beaucoup plus sur la gestion de la crise au sein du CNPM. Bon, moi, je n'aurais pas voulu tellement parler de cette gestion de la crise du CNPM parce que... vous l'avez dévié non, je vous explique pourquoi. Oui. Parce que vous avez parlé de Diadier. Oui. Diadier, aujourd'hui, c'est mon plus proche allié aujourd'hui. Moi, n'étant plus dans l'administration provisoire, n'étant plus membre même du bureau du CNPM, Diadier, il ne se passe pas 2 ou 3 jours qu'on échange. Donc, c'est pour dire que pour nous, il s'agit... Il est derrière vous. C'est derrière nous, non seulement c'est derrière moi, c'est derrière Diadier, c'est derrière Koulou aussi, parce qu'il s'agit... Mais la gestion quand même reste dans l'histoire, de toutes les façons, quel que soit ce qui est derrière vous, mais on se rappelle quand même que ça a été géré de cette façon. Non, ce qui est important, c'est que nous avons pu trouver nous-mêmes la solution. C'est ça le plus important, et d'avancer. Quand vous regardez déjà aujourd'hui le bureau actuel, il fournit des efforts. Il a vous êtes sûr que ce n'est pas avec des mauvaises jurisprudences, parce que la façon de gérer aussi peut avoir des répercussions sur le futur. Bon, on peut avoir des résultats immédiats, mais... Non, c'est-à-dire le bureau qui est mis en place aujourd'hui, c'est-à-dire les textes que nous avons toilettés la dernière fois, il évite à ce qu'il y ait un président suffisamment puissant pour faire ce qu'il veut. Allez-y, aujourd'hui, personne ne peut faire... Le président du CNPM aujourd'hui ne peut pas faire ce qu'il veut. Allez-y, Monsieur Diallo, moi je vais... C'est le droit au but, on va parler de l'OPECOM. Oui. Je crois que vous-même vous déplorez un certain nombre de tares au niveau du secteur, le comportement de certains professionnels. Et le ministre même vous a interpellé lors de la 12e Assemblée générale en disant clairement qu'il faut vraiment assainir le secteur. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec Madame le ministre aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui depuis votre élection pour que les choses aillent dans le sens souhaité? Bon, vous savez, il y a les textes, il y a la question des réformes. L'organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali s'appuie sur la loi 93-0105 du 15 septembre 1993 portant réglementation de la profession d'entrepreneur. Donc en 1993, il y a eu une loi avec son décret d'application 97-160 du 29 avril 1997 qui est le décret d'application de cette loi et qui divise les entreprises. L'article 8 de la loi parle des catégories d'entreprises. Et l'article 8 de la loi parle de la réglementation et aussi de l'incompatibilité entre les différentes professions. Oui. C'est-à-dire, nous avons dans cette loi les ingénieurs conseils, les architectes, les urbanistes, les promoteurs immobiliers et tout. Donc, puisque chaque organisation professionnelle est créée à partir des lois, mais c'est la seule loi qui nous unit et qui dit un entrepreneur, même si c'est un ingénieur, il ne doit pas faire le travail de l'ingénieur conseil. Un promoteur immobilier ne doit pas faire le travail du géomètre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de cumul. Il n'y a pas cumul des fonctions. Voilà, donc et c'est ce que la loi a pas le cumul, c'est ce que la loi a appelé l'incompatibilité entre les professions. Oui. Et maintenant au niveau du décret d'application, il y a la catégorisation. Donc et la catégorisation, c'est de la catégorie G à la catégorie A et chaque catégorie peut soumissionner à un certain nombre de marchés dont le montant cumulé représente 10 fois les immobilisations corporelles. C'est-à-dire ça commence de 500 000 à 100 millions en 1993. Donc vous voyez, 500 000 pour créer une entreprise, bon, c'est à peine une moto. Donc les choses, tout ça, ça doit oui, ça mais doit M. changer. Diallo, quel regard vous portez déjà sur l'observation de l'application, si vous voulez, de cet article-là par les acteurs du secteur? Bon, déjà, tous les acteurs ont s'est réunis. Tout le monde a reconnu qu'effectivement, il y a des problèmes. Oui. À cette Assemblée générale, il y avait les deux ministres sectoriels qui étaient là. Le ministre des Infrastructures était là. Le ministre de l'Urbanisme aussi était là. Et tout le monde a reconnu que les textes sont vétustes. Parce que ça date de 1993, c'est pas c'est d'une trentaine d'années. Donc, c'est assez vétuste. Vous voyez le moment où il y avait la question des jeunes diplômés et tout. Et surtout incompatible avec les marchés publics. Et incompatible avec les marchés publics parce que le même décret dont je vous ai parlé, en son article 5 qui parle des catégorisations et des immobilisations corporelles, qui vous disent quand vous êtes dans telle catégorie,
les marchés auxquels vous devrez pouvoir postuler, c'est 10 fois la valeur de vos immobilisations. C'est-à-dire si vous êtes à la catégorie A, donc ça fait 100 millions d'immobilisation, 10 fois 100 millions, ça fait 1 milliard. Donc aujourd'hui, vous voyez que ça fait des problèmes. Mais c'est ce qui fait que, parce que vous déplorez aussi que des entreprises aient accès à des marchés qui ne répondent pas à leur taille. Mais c'est ça la concurrence déloyale. C'est-à-dire, vous et moi, nous disons la même chose. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui ont accès à des marchés auxquels ils ne doivent pas avoir accès. C'est la concurrence déloyale. Est-ce qu'il vous arrive de dénoncer ces pratiques-là, vous? Nous les dénonçons à l'autorité de régulation à longueur de journée. Oui. Voilà, donc on ne reste pas les bras croisés. Vous ne dénoncez pas seulement ça, la déloyauté de la concurrence, mais on vous a souvent même entendu parler du secteur comme un créneau de blanchiment d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que le secteur est devenu cet espace-là illicite? Je ne vous affirme pas que le secteur est devenu un créneau pour le blanchiment d'argent. Vous l'avez laissé entendre, puisque je me rappelle, vous avez dit il y a lieu de mieux. Je vous rappelle votre propos. Ouais. Il y a lieu de mieux encadrer l'offre anormalement basse pour éviter le blanchiment d'argent. Oui, d'abord, c'est qu'en réalité, c'est devenu quand même un filon, selon vous. C'est-à-dire, nous avons reçu la visite de la cellule de traitement de l'information financière, la CENTIF. Bon, donc, si la CENTIF vous contacte à travers le ministère de l'Urbanisme pour dire qu'il y a des problèmes et qu'on veut se rassurer que ceux qui sont titulaires des marchés sont les vrais titulaires et que, par exemple, en ce qui concerne la concurrence déloyale, pour vous dire exactement comment on peut arriver à... Et quelles sont les motivations du CENTIF? Parce qu'on ne comprend pas. Oui, c'est-à-dire... ils ont dû soupçonner. C'est la cellule nationale de traitement de l'information. Ça, on le sait. On connaît le CENTIF. Donc, ce que je vous explique. C'est-à-dire, je suis en train de chercher les termes les plus simples, quoi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui... Je suis en train de chercher les mots les plus terre à terre. Allez-y. Voilà, pour que ça soit au niveau de tout le monde. Parce que vous êtes déjà des professionnels, moi je suis un ingénieur. Voilà, donc voilà. Donc, ça veut supposer que vous, c'est quel nom d'ailleurs? Keïta Abdraman. Keïta, lui, qu'il ait trouvé par quelques moyens que ce soit 5 milliards qu'il a trouvé à la maison. Je ne sais pas par quel moyen, il a trouvé de l'or ou quelque chose comme ça, il a échangé, il a l'argent avec lui. Il a peur que madame et les enfants deviennent des voleurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'acquérir du matériel, par exemple. Il fait 1 milliard d'acquisition de matériel de travaux publics. Alors il va dire, bon voilà, à tout le monde, voilà mon parc matériel, je vais des travaux. Maintenant, s'il y a un appel d'offres qui fait qu'il y a des marchés que nous, les professionnels qui sont dans le secteur depuis une quarantaine d'années, on dit que bon voilà, nous soumissionnons, on ne peut pas faire ce travail à moins de 500 millions, par exemple. Celui qui est dans le blanchiment d'argent peut faire à 300 millions parce que nous, on ne pourra pas dans tous les cas le faire à moins de 500 millions. Il y a déjà eu des cas comme ça dans le secteur. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas vous affirmer. Je ne peux pas vous affirmer, mais ce qui se passe, c'est que les professionnels ne peuvent plus vivre aujourd'hui de leur métier. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, d'accord. Mais la réorganisation et la réglementation que vous demandez, quel qu'en soit, c'est bien possible. Vous adhérez à ce que le CENTIF dit. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas incompatible également avec la dynamique de l'initiative privée? Si on doit limiter vraiment les investissements dans le domaine à des catégories telles que vous êtes en train de le demander, alors que vos organisations membres ne sont pas toujours bancables, ou bien ne sont pas assez liquides pour financer des projets, des marchés, est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher en même temps à freiner l'initiative privée? Non, si l'initiative privée c'est pour blanchir l'argent, moi je ne pense pas. Pas forcément. Je ne vais pas parler de blanchiment. Voilà. Je parlais de la réglementation que vous voulez, qui cherche qui voudrait qu'on réglemente d'abord les choses avant d'arriver au blanchiment d'argent. C'est-à-dire la réglementation. Il y a des gens qui sont dans le domaine réellement parce qu'ils sont. Je vais vous expliquer. La réglementation là, il y a incompatibilité entre la loi et le code des marchés publics. Le code des marchés publics aussi, c'est le décret 2015-0604 du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics avec ces CCAG, les arrêtés d'application qui précisent
qui doit faire quoi. C'est-à-dire la profession est très bien réglementée. Le code des marchés publics, est-ce qu'il répond à vos attentes? Le code des marchés publics est en contradiction avec l'article 5 du décret d'application. Parce que quand le décret vous dit voilà la hauteur, le poids de marché auquel vous pouvez accéder à partir de votre catégorie et que vous ne pouvez pas y accéder, donc la carte professionnelle est devenue juste un moyen pour accéder au marché. Oui, c'est une pièce que vous fournissez. Il y a aussi le problème, M. Diallo, de ce que j'appelle un protectionnisme local. Par exemple, très souvent on entend des marchés destinés à certaines régions, on entend leurs ressortissants, les entreprises de cette région réclamer que ces marchés-là leur reviennent. Comment vous, au niveau de l'OPECOM, vous gérez, vous arrivez à articuler ces déshydratats-là? Non, vous savez, nous sommes dans un pays, on ne peut pas dire qu'une région donnée doit s'accaparer, les entreprises d'une région donnée doivent s'accaparer de l'ensemble des marchés. Parce qu'ils ont des arguments aussi. Bon, même parce si qu'en réalité, la distribution, non, parce que les entreprises drainent un peu la création d'emplois. Donc, ils se disent qu'en réalité, si ces marchés-là reviennent à des entreprises locales, il y a beaucoup plus de chances d'employer beaucoup plus de jeunes non employés. À partir du moment où l'aspect sécuritaire la distribution des emplois n'est pas également répartie entre les régions, ils sont peut-être en droit de demander à ceux que... Non, vous savez, depuis un certain nombre d'années, du fait des questions sécuritaires, il n'y arrive pas à avoir de travaux importants dans les régions. C'est-à-dire que ce n'est pas les opportunités de donner du travail à toutes les entreprises maliennes qui manquent, mais la possibilité de pouvoir travailler partout. C'est ça le gros problème. Surtout dans les régions nord du Mali. Vous parlez de créer des emplois. Oui. Il y a aussi, notre organisation s'occupe de l'amélioration de la qualité des ressources humaines. Vous avez certains travaux qui sont dans les régions qui ne sont pas forcément à la portée des entreprises. Des ressources humaines de là-bas. Ce que nous encourageons, c'est le groupement d'entreprises. Une entreprise des régions du Nord, pour pouvoir améliorer même la qualité de son personnel, pour pouvoir même avoir du matériel, donc peut aller en groupement avec une autre entreprise de Bamako, oui, pour même acquérir plus de compétences. Oui. Ça aussi, c'est un élément sur lequel nous mettons l'accent. Il y a des marchés qui n'intéressent, d'un certain niveau, qui n'intéressent pas certaines entreprises, qui accèdent, qui ont déjà un plan de charge assez élevé. Mais ces entreprises peuvent accompagner les entreprises dans les régions, oui, pour qu'elles aussi ne restent pas au simple niveau, des petits niveaux, etc. Il a été établi, le constat est fait, que dans l'exécution de certains marchés publics, il y a des entreprises qui ont failli. Oui. Et ça a été dénoncé. Tout à fait. La preuve, c'est que le ministre avait menacé même de retirer des marchés à des entreprises qui n'ont pas respecté les délais d'exécution. Oui. Est-ce que vous en avez fait votre affaire? Si, c'est-à-dire nous avons j'ai réuni les entreprises à un moment donné pour leur dire que, parce que c'est surtout à propos des prix. Vous savez, les entreprises se plaignent que le prix est bas. Mais personne ne les oblige à fixer le prix. Ce sont les entreprises qui fixent le prix du marché. Donc, nous avons dit, quand une entreprise... Dans leur offre. C'est-à-dire, on se plaint que le prix soit assez bas, mais le Code des marchés permet de donner à l'entrepreneur qualifié qui est le moins 10 ans. C'est-à-dire, si vous pouvez, c'est les élèves d'une même classe auxquels on fait l'examen du bac, vous êtes tous au même niveau. Si le premier a 18 de moyenne et l'autre a 12 de moyenne, vous avez tous la moyenne. Donc, vous pouvez compétir pour la même épreuve. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est uniquement dans le cas où les entreprises soumissionnent bradent les prix pour aller en termes simples, cassent les prix. Pour accéder au marché. Oui. Pour accéder au marché. Oui, pour être les moins 10 ans. Pour être les moins 10 ans, parce que c'est difficile de refuser de donner le marché au moins 10 ans une fois qu'il est qualifié. Ouais. Si le ministre ou bien la commission dit, bon voilà, parce que les gens ont souvent le moyen de savoir, par quelque manière que ce soit, qu'ils ont été moins chers et qu'ils n'ont pas eu le marché. Maintenant, quand il va y avoir la publication provisoire il va y avoir les attributions provisoires, donc ces gens vont dire, ah non, moi j'ai été moins cher, je veux savoir pourquoi j'ai été éliminé,
Bon, si les réponses données ne sont pas satisfaisantes dans le délai de recours donné, ils peuvent faire recours devant l'autorité de régulation. Bon, donc l'autorité de régulation, dès l'instant qu'un entrepreneur fait recours devant l'autorité de régulation, l'autorité demande à l'administration d'arrêter le processus, tout est suspendu et ils vont faire leur enquête et voir comment juger le fait qui a été dénoncé. Donc voilà, donc si l'entrepreneur est tout de même retenu, bon, donc il va faire le travail. Mais nous, ce que nous avons demandé au ministre, les gens qui font des prix, qui cassent les prix, il faut les poursuivre jusqu'au bout. Moi, je les avais dit, j'ai réuni les gens, je les ai dit, écoutez, je vois des gens qui proposent des prix tellement bas qu'au lieu qu'on aille apprendre en Allemagne ou au Japon pour savoir comment, avec 500 francs, on peut faire un travail de 15 000, bon, nous allons apprendre auprès de vous. On va vous suivre. On va vous suivre pour comprendre. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, comme vous l'avez dit, au lieu de sanctionner ces gens-là qui ramènent les prix bas, on constate plutôt que c'est les mêmes gens qui accèdent à des avenants. Chaque fois, ils accèdent à des avenants auprès de l'État. Ils ne sont pas capables d'exécuter les marchés au prix proposé à leur propre offre. Est-ce que vous ne sentez pas une certaine complicité à ce niveau? D'où vraiment, c'est-à-dire une certaine corruption dont on parle surtout dans le secteur. Non, je vous explique. Les avenants, ce n'est pas de la corruption. Les avenants, c'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire quand un marché, il y a eu un appel d'offres, il y a eu des études, on lance l'appel d'offres, des entrepreneurs ont été retenus, donc il y a eu des études préliminaires. Donc l'entrepreneur engage sa responsabilité à travers une nouvelle étude, un plan d'exécution qui sort les nouvelles quantités en relation avec la mission de contrôle, en relation avec l'administration, le chef de projet. On dit à tel endroit, on a prévu 5 mètres cubes. Non, ce n'est pas 5 mètres cubes, mais c'est 12 mètres cubes, etc. Donc, on vient vérifier. Et vous pensez que tout cela est simple? Oui, est-ce que cette chaîne est transparente? Je vous explique. Vous savez, ça c'est ce que la loi dit. Donc, il ne faut pas me dire ce que la loi dit n'est pas sain quand même. Mais dans la pratique, quand même, on voit. Tout le monde sait qu'on abuse très souvent des institutions. Allez-y. Attendez que je vous explique très bien. Attendez que je vous explique très bien cette affaire des avenants. Donc, étant donné que l'entrepreneur doit faire ses plans d'exécution et ces plans sortent un devis qui doit être comparé avec le devis initial. Donc, on regarde, est-ce que c'est le même montant que ça donne ou bien les études, peut-être que l'appel d'offres a été lancé il y a 8 mois, il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou disons que les études sur la base desquelles l'appel d'offres a été lancé, les études ont été faites par la nouvelle réalité du marché. Donc on prend la réalité du jour, on fait une nouvelle étude. Et c'est là-bas que les avenants se font voir. Les avenants ne sont jamais une surprise. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter au marché. Ça sort d'une décomposition du prix. Même si on peut constater des abus à ce niveau. Allez-y. Oui, moi je voudrais juste savoir la motivation. Puisque de l'OPECOM organisation, vous avez adopté une motion pour en faire OPECOM BTP. Quelle est la motivation? Et je voudrais savoir si aujourd'hui les entreprises de construction sont solvables. Est-ce que les banques vous accordent des crédits? Bon, vous savez, il faut prendre cette situation de solvabilité dans un contexte global. Parce que, en tant que Malien, la mauvaise analyse que beaucoup de gens font, c'est que on considère notre pays dans la situation actuelle comme un pays en normal. Le comparant à un pays qui n'a jamais connu un pays normal, je ne dis pas un pays normal, à un autre pays. Nous sommes un pays normal en fait. Nous sommes un pays normal, mais ce que nous avons connu, aucun autre pays n'a connu cela. Donc par conséquent, les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc quand vous analysez les difficultés de notre pays, il faut les regarder dans son contexte. Et nous sommes un pays très résilient. Les entreprises sont des entreprises très résilientes, mais aujourd'hui les banques elles-mêmes souvent ont quelques difficultés. Par exemple, si les entreprises même n'arrivent pas à honorer certains engagements, donc les banques ont des réticences. Et les banques évaluent l'accompagnement des entreprises à travers les chiffres d'affaires. Si les chiffres d'affaires ne sont pas crédibles,
vous ne pouvez pas être accompagné. D'accord. C'est ça, c'est à ce niveau. Monsieur Allez, Diallo, Keita. Monsieur Diallo, Oui. Monsieur Diallo, vous avez parlé, vous avez abordé, je suppose que vous êtes censé défendre les intérêts de vos beaucoup plus les intérêts que les intérêts de l'État, de vos adhérents, de vos différents adhérents. Et vous venez de le reconnaître que vous avez des adhérents qui ne respectent pas les délais sur lesquels ils s'engagent pour exécuter. Mais à ce niveau déjà. Pour exécuter certains travaux. À ce niveau déjà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, exactement aussi de relever les faillites de l'État aussi, qui très souvent ne respectent pas également aussi les délais de paiement dus à ces entreprises. Et je vous prends pour exemple, ceux qui ont, je ne sais pas si vous avez eu des attaches ou bien si vous avez quelque chose à voir avec ces histoires de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont réalisé et qui ont réalisé des logements sociaux depuis 3 ans et qui ne sont pas encore payés. Et on veut, j'ai vu dans le rapport du Végal, qu'on veut aujourd'hui leur faire rendre gorge pour ne pas avoir respecté les délais d'exécution. Voilà, maintenant par rapport au délai d'exécution, je vous explique, et par rapport au retard de paiement, vous savez, la loi est là aussi. C'est-à-dire, quand une entreprise est en retard, on lui applique les pénalités de retard. Voilà, c'est ça les pénalités de retard. Maintenant, quand l'État est en retard de paiement, on lui applique les intérêts moratoires. Et c'est le taux d'escompte de la BCEAO pendant les 6 derniers mois qui est appliqué pour calculer les intérêts moratoires par jour. Donc, il y a des entreprises, aussi, il y a des entreprises qui ont peur d'appliquer la loi, qui ont peur d'appliquer les intérêts moratoires. Parce qu'en appliquant les intérêts moratoires, ça peut être une compensation avec les pénalités de retard aussi. Ils ont peur de confronter aussi les pénalités de retard. Un entrepreneur doit se prendre au sérieux en disant que de la même manière qu'on m'applique la loi pendant que je suis en retard, la loi aussi me permet d'appliquer les intérêts moratoires à l'État. Donc, si vous ne faites pas vous ne prévalez pas vos droits, vous ne réclamez pas vos droits, n'attendez pas à ce que quelqu'un d'autre vienne réclamer. Mais vous, qu'est-ce que vous faites en tant qu'organisation pour que ces droits-là reviennent à vos membres? Non, c'est-à-dire d'abord... Vous êtes quand même censé défendre leurs intérêts. Non, c'est-à-dire nous défendons un membre qui pose un problème. Nous n'allons pas chercher. Vous savez, quand vous êtes le président d'un syndicat, votre souci, c'est de pouvoir régler les problèmes qu'on vous amène. Mais si vous avez la chance de n'avoir aucun problème, mais vous êtes tranquille. D'accord, allez-y. Ce dialogue, dans la catégorisation des entrepreneurs, il nous revient que le tâcheronat a été supprimé. Tout à fait. Et si on vous demandait aujourd'hui de le restaurer, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas le tâcheronat, parce que la loi 93-065 était partie les années 2021 en relecture. On ne s'est pas entendu sur la manière dont le dossier a été porté. Et quand nous en sommes pleins, alors le département de l'urbanisme qui porte le dossier l'a retiré et nous a demandé d'aller faire des propositions. Donc nous avons donné la loi et son décret à tous nos membres à travers le pays, et même le projet de loi et le projet de décret que le département avait initié, ils nous ont donné aussi ces copies pour que nous on voit ce qu'eux ont proposé, afin que nous aussi on puisse améliorer quelque chose. Maintenant, revenons au tâcheronat. La loi 93, c'est la loi 93-065 qui a supprimé l'ordonnance l'ordonnance numéro 79-27 Sémélène, du 29 avril 1979, portant réglementation de la profession d'entrepreneur de tâcheronat dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Donc, le tâcheronat était là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que le tâcheronat a été supprimé? Les tâcherons, on avait dit, les tâcherons ne dépassent pas 10 millions. Ils ont commencé à prétendre à des marchés. Voilà, donc on a dit le tâcheronat ne peut pas, dans le tâcheronat, on ne peut pas faire des marchés de plus de 10 millions. Parce que c'est pratiquement des gens qui sont à l'impôt synthétique en fait. Maintenant, puisqu'ils ne veulent pas, on a dit, donc tout le monde devient entrepreneur. Donc la catégorie G peut correspondre un peu au tâcheronat, mais aujourd'hui, dans la loi que nous voulons relire, on doit tenir compte du contexte de notre pays.
c'est-à-dire créer suffisamment d'emplois au maximum de jeunes, faire la paix par le travail, c'est-à-dire créer, permettre par exemple aux entreprises, c'est-à-dire vous voyez qu'il y a sur les marchés, on parle de sous-traitance par-ci, par-là, qui est quelque chose d'illégal. Comment donner de la légalité en créant des emplois à côté des grands travaux? Donc ça fait partie des initiatives que nous sommes en train de prendre. Oui, M. Diallo, Oui. On a souvent coutume d'entendre que quand les BTP vont, c'est que l'économie va. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, même pour le fonctionnement, on a des problèmes, à plus forte raison pour les investissements. Comment est-ce qu'aujourd'hui les BTP se portent et quelle pourrait être leur place dans l'économie malienne aujourd'hui? Bon, le BTP lui-même, il fait environ 6% du PIB, c'est un point important. Donc, sachant que le PIB du Mali, c'est 12 000, aux environs de 13 000 milliards. Donc, le poids du BTP est assez important. Le BTP fait partie du secteur... Jusqu'aujourd'hui? Le BTP fait partie du secteur secondaire, parce qu'il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, c'est les industries et autres, la transformation, et le tertiaire, vous aussi, vous faites partie de ce secteur tertiaire, des services et autres là. Bon, donc, le BTP a été victime de ce dont notre pays a été victime. C'est-à-dire qu'il y a énormément de marchés. Quand le BTP va, tout va, mais pour que ça aille bien, il faut pouvoir aller partout. Il y a énormément de projets qui créent de la valeur ajoutée, qui créent beaucoup d'emplois, qui ont été bloqués pour certaines raisons. Pour des raisons de sécurité. Pour certaines raisons. Donc les projets ont été supportés, peut-être ont été arrêtés. Oui, M. Diallo, est-ce que quand les projets sont bloqués pour des raisons d'insécurité ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, les orienter vers les endroits où la sécurité règne? On a entendu, par exemple, ici, l'ancien directeur national des routes nous dire que les routes, par exemple, de Bamako, toutes les lignes de Bamako sont pratiquement vétustes. Il faut carrément les raser. Sont périmées, hein? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'investir, par exemple, dans les routes de la ville de Bamako, dans les routes urbaines, en attendant que les autres zones soient libérées? Vous savez, il y a un aspect, quand vous parlez du l'ancien directeur général des routes, je crois que c'est Mamadou Nama, c'est un bon jeune frère, c'est des gens que je connais très bien. Il y a des dimensions en ce qui concerne les routes que les gens ne savent pas en réalité. Vous savez, nous sommes dans un espace humois. Dans l'espace humois, le réseau routier classé fait un peu moins de 300 000 km. Sur ces 300 000 km, le Mali a 89 000 km. Donc nous avons un tiers du réseau de l'UMOA. Les 7 autres pays se partagent les 2 tiers. Oui, ça cause notre espace. Donc c'est ça. C'est-à-dire que quand vous regardez cette dimension, et ensuite, de l'autre côté, le financement de l'entretien routier. Ces pays qui ont peu de réseaux, qui ont un petit réseau. Non, parce que attendez que l'ancien directeur nous dit que l'entretien, c'est de l'argent perdu. Non, ce n'est pas carrément aujourd'hui pour ceux qui je vais vous expliquer. C'est un ingénieur, je suis un ingénieur. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, je vais vous expliquer et j'essaie d'expliquer terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Si nous avons un tiers du réseau de l'UMOA, les 7 autres pays se partagent les 2 tiers. Ces pays ne sont pas en insécurité. Ils ont le temps de mettre 10 fois de l'argent pendant que nous sommes à 6 francs pour le litre de carburant qui rentre dans l'entretien routier, et ils sont à 60 francs. Donc vous voyez, ils ont le temps, pendant que nous sommes occupés à les protéger, parce qu'ils sont vers la côte et tout. Donc nous sommes en train de mettre tout l'argent pour nous protéger, pour pouvoir être dans un pays quand même. Avant de parler des routes et tout ça, mais si vous n'êtes pas sûr après cette émission de pouvoir rentrer à la maison, ça aussi c'est un autre problème. Est-ce que vous avez le choix? Si vous avez le choix entre... C'est comme si vous nous dites qu'il fallait inviter ici aujourd'hui un policier au lieu d'inviter... C'est parce qu'on ne doit pas faire... Non, moi je suis un policier aussi. On ne doit pas faire... Parce qu'à un moment donné...
À un moment donné, je vous ai entendu parler. Ok, allez-y. Non, je dis que je suis un policier aussi, parce qu'à un moment donné, je vous ai entendu parler des intérêts de l'État, que je peux, au lieu de défendre les intérêts de l'État, il faut défendre les intérêts de l'État. Vous êtes plus censé. On dit, vous êtes plus censé défendre. Non, vous savez, l'État, là, c'est nous tous. Oui, c'est clair. Le privé, ce n'est pas autre que l'État. Parce que le privé même, ça a été créé par l'État. C'est une volonté politique qui a créé le secteur privé. Allez-y, Diarra. Mais à ce niveau, aujourd'hui, je veux savoir comment sont les relations entre vous et l'État, qui est quand même votre partenaire. Non, je vous dis que nos relations sont très bonnes. Je vous explique. Et nous sommes membres de la quasi-totalité nous sommes membres des conseils d'administration de la quasi-totalité des secteurs des travaux publics. Donc nous sommes au courant de ce qui se passe. Ça ne se fait pas dans notre dos. Donc moi je ne peux pas venir vous dire qu'on est au courant de rien. Quand moi-même je désigne des représentants pour être au conseil d'administration et nous partageons. C'est-à-dire, nous discutons des problèmes réels. Parce que même à la maison, vous avez des priorités. Vous pouvez choisir un dimanche de ne pas sortir parce que vous n'avez pas plus de 10 000 francs en poche. C'est par rapport à aller à une manifestation, ceci, cela. On a des priorités. Même quand on est privé, il faut avoir la dimension de l'État aussi. Parce que nous nous considérons, moi je suis un privé, mais je ne considère pas aujourd'hui qu'un fonctionnaire est plus proche de l'État que moi. Parce que nous payons aussi nos impôts. Nous payons les impôts. La loi des finances, là, ça concerne aussi les impôts des contribuables et tout. Nous payons. Donc l'État, c'est un ensemble. Nous sommes tous... l'État, ça nous appartient tous. Vous êtes l'État. Moi, je suis l'État et chacun joue son rôle. Et les entreprises sont créées par des lois. Et la loi, c'est la volonté politique. Donc, c'est ça. Demain, si l'État dit qu'on ne va plus créer des entreprises et tout le monde va retourner à la fonction publique, c'est aussi une volonté politique. Dans le prolongement de la question d'Abdraman concernant les logements sociaux, beaucoup de bénéficiaires de ces logements sociaux se plaignent de la qualité des bâtiments. Comment vous pouvez expliquer cet état de fait, si c'est une réalité? Vous savez, moi, je ne discute pas de la qualité des bâtiments. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un cahier des charges qui est là. Si ce n'est pas bon, on ne réceptionne pas. Si ce n'est pas conforme, voilà les conditions dans lesquelles on doit réceptionner. Si ce n'est pas réceptionné, pourquoi on délivre un PV de conformité à quelque chose qui n'est pas recevable? Moi, je ne discute pas de ça. Les acteurs qui sont chargés de vérifier la conformité, la qualité et qui sont chargés du contrôle de la qualité, c'est de leur responsabilité. Oui, M. Diallo, sauf que les bénéficiaires ne sont pas associés au maillon de la chaîne. Non. Le bénéficiaire, il est le bénéficiaire, mais c'est le maître d'ouvrage c'est l'État qui est le propriétaire avant de lui remettre qui lui remet les clés. C'est le gouvernement qui remet les clés. Donc, en attendant d'être remis à X, il y a un processus de réception provisoire d'abord de ces infrastructures. Et après, il y a la réception définitive. Donc, ce qui est mal fait, souvent il y a des dégradations qu'on ne voit pas à la réception provisoire, oui. Mais il y a un an où ça dépend de ce qui est dit dans le cahier des charges. Donc, on revient encore pour voir les malfaçons, et les malfaçons sont reprises à la charge de l'entrepreneur. Et je crois que c'est plus rentable pour un entrepreneur de bien faire que de reprendre le tout à ses frais. Voilà le problème. Laya, pour votre dernière question, allez-y. Et la question de la carte professionnelle, oui. Vous l'avez dénoncée. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, la carte professionnelle fait partie de l'ensemble des éléments parce que la carte professionnelle, sur une carte professionnelle, il y a la catégorie. Donc, puisque nous sommes en train d'aller vers la relecture de ces textes, donc la carte professionnelle serait faire partie des discussions, fera partie des discussions, et il faut une carte professionnelle qui ne soit pas falsifiable, des cartes professionnelles qui sont liées à un vrai professionnel, quelqu'un qu'on peut identifier, parce qu'aujourd'hui, les choses ne seront plus comme avant, parce que souvent même vous avez des entreprises, vous ne savez même pas qui est derrière l'entreprise. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a eu des lois qui ont fait que les vrais bénéficiaires qui sont derrière les entreprises sont obligés de se faire identifier. Donc, il ne peut plus avoir des entreprises de façade derrière lesquelles il y a des gens qui sont tapis à l'ombre. Vous savez, le changement n'est pas facile, mais au fur et à mesure, je suis persuadé qu'on va... Allez-y. Et pour terminer, Monsieur le Président,
vous avez été réélu, Oui. parce qu'il disait que c'était ma dernière question. Allez-y. Non, j'espère qu'il va vous laisser continuer. Allez. quand même. Vous avez été réélu, et sur la base quand même d'un bilan. Oui. Je dis, votre mandat, vous avez quand même une ambition. Oui. Et en même temps, vous êtes au CNT. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Et au niveau du CNT, est-ce que vous avez pu faire bouger les lignes? Bon, quand je vous parle d'abord du CNT, vous savez, le CNT c'est le Parlement. Bon, donc je suis dans une émission qui concerne quelque peu le secteur privé. Bon, je ne suis pas dans le mandat de parler autrement, j'allais demander la permission pour pouvoir vous répondre. J'espère qu'il va y avoir un autre débat pour qu'on puisse parler d'un certain nombre de choses. Maintenant, quand moi je suis au Parlement, au CNT, ce n'est pas pour défendre les intérêts des entrepreneurs. Et du secteur privé, parce que vous Non, représentez ce le n'est secteur même privé. pas les intérêts du secteur privé que je vais défendre. Si, Je c'est le défends- secteur privé que vous attendez, représentez non, là-bas. Attendez que je vous explique. Allez-y. C'est-à-dire, moi, je défends l'intérêt général. Et tant que les intérêts du secteur privé se trouvent dans l'intérêt général, je vais défendre. Mais je ne vais pas défendre si, par exemple... Peut-être pas dans la corporation. non, Vous n'avez pas de mandat impératif. non, c'est-à-dire... Vous n'avez pas de mandat impératif bon, de ce donc secteur. vous connaissez déjà Ouais. ces termes, mais la réalité, c'est que nous défendons l'intérêt général. Et nous nous inscrivons tous dans la défense de l'intérêt général. Vous cherchez à harmoniser l'intérêt général avec vos intérêts. Abdraman, pour... Non, c'est-à-dire, mes membres, c'est-à-dire, nous avons déjà la plateforme au niveau de laquelle nos problèmes sont posés, Oui. elle est toujours ouverte. D'accord. Les départements sectoriels avec lesquels nous travaillons, nous sommes déjà membres de ces différents conseils d'administration. Je ne vais pas chercher quelque chose de nouveau pour venir demain, si je ne suis plus dans l'institution, je dois rester moi-même pour qu'on continue à discuter. J'ai encore un mandat de 5 ans, comme vous l'avez dit, un mandat de 5 ans qui a à peine commencé le 1er octobre. Donc il y a encore du temps. D'accord. Et on a le temps de discuter aussi avec les Abdraman, partenaires. allez-y, s'il Voilà. vous plaît. Oui, on vous a souvent entendu, bon, je vous ai quelque part, pour mieux dire, entendu Il ne parlant, pas nous engager, nous. ouais, hein. évoquant la compétitivité des entreprises maliennes dans le domaine, dans le secteur, vous plaindre des conditions insupportables que les bailleurs de certains projets posent et qui excluent les entreprises nationales le plus souvent. Bon. Oui, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, où nous sommes, par exemple, dans une tendance à l'affranchissement, dans une tendance de Malikoura, tel qu'on en parle, est-ce qu'on peut dire que vous trouvez votre compte... Il y a un changement à ce niveau. Oui. Vous trouvez votre compte dans les choix stratégiques, quand bien même c'est un secteur où les investissements viennent très souvent de l'extérieur. Nous avons dit, c'est-à-dire quand les investissements viennent de l'extérieur, Oui. qui rembourse, ce n'est pas nous. Oui, mais ça vient quand même, les investissements Même viennent si quand même les de là-bas. investissements viennent de l'extérieur, c'est ce que nous avons dit. Oui. Notre pays ne peut pas s'endetter et que ce soit les entreprises du bailleur de fonds qui s'enrichissent. Ça, c'est très clair et net. Est-ce que c'est le cas au Mali? Mais ça va être le cas. Même si ce n'était pas le cas, ça va être désormais le cas. Vous et moi, nos enfants et nos petits-enfants ne vont pas continuer à payer une dette alors que le financement, c'est un prêt que nous remboursons, ce n'est pas un don, c'est un prêt que nous remboursons. Donc on ne peut pas venir baisser la tête pour dire, bon, c'est parce qu'on a emprunté de l'argent, on va laisser X faire. Non. Les autres peuvent venir, mais il y a toujours des parties du projet qui seront réservées aux entreprises nationales. Et ça, c'est les trois Même principes. si c'est au dépens- Ça fait partie même si des c'est trois principes de la même si gouvernance c'est- aujourd'hui. Même si c'est au dépend de la qualité, puisque le problème de compétitivité Oui, de notre justement. système Non, est c'est-à-dire- place, puisque ce que vous avez dit, les futures générations peuvent payer aussi pour la mauvaise qualité de, Vous savez, de la tout le monde, marchandise qu'on leur, vous savez, qu'on leur offre. Vous savez, tout Hein? le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. Il n'y a pas que des mauvaises entreprises. Et je vous dis aujourd'hui, la génération d'entrepreneurs qui est là, je connais beaucoup d'entre eux, c'est des ingénieurs, c'est des D'accord. vrais ingénieurs, Oui. et qui savent ce qu'ils font. Ça- et ça- qui sont même en train de s'exporter dans d'autres pays. Sauf que le jeu des sélections n'est pas souvent transparent. Allez-y. Monsieur Diallo, vous êtes à un deuxième mandat, mais encore vous êtes dans la dénonciation au niveau des textes. Oui. Après un premier mandat au niveau de l'OPECOM, est-ce que vous pouvez nous citer quelques
satisfactions à l'actif de votre bilan, quoi. Bon, la première satisfaction, d'abord, c'est que moi, a priori, je n'étais pas candidat. Donc, les collègues m'ont demandé de continuer. Donc, je suppose qu'ils ont trouvé des raisons, parce que 5 ans, c'est déjà beaucoup. Donc, ils ont tous estimé qu'il n'y avait pas d'autres candidats, donc je n'étais pas... Donc, vous n'avez pas travaillé à votre... Bon, donc je suppose que si les collègues beaucoup de gens sont disent d'accord, ça ici. voilà, donc je suppose. Oui. Maintenant, nous avons réformé beaucoup de choses. Donc, si l'OPECOM ça fait 50 ans et que vous ne connaissez pas et que vous connaissez l'OPECOM aujourd'hui, cela veut dire que déjà, on a pu donner quand même une image à cette organisation. Visibilité. Oui. Si nous avons pu prendre quelque part le leadership dans la crise du CNPM, et le CNPM aujourd'hui, qui doit être un acteur pour accompagner l'État sur les aspects économiques, on ne peut pas dire que l'OPECOM n'a pas fait grand-chose aussi. Donc, en même temps, nous sommes tombés dans une période assez difficile. Moi, je suis président depuis 2017. Vous savez que depuis 2012, il y a des problèmes. Il y a des problèmes assez complexes. D'accord. Oui, mais s'il vous plaît, monsieur Diallo, vous le répétez très souvent, que nous sommes dans une période très difficile, un contexte très difficile. Mais il se pose surtout la question de savoir les approches que nous avons pour aborder ces problèmes-là. Est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle aujourd'hui intérêt stratégique, choix stratégiques du pays, sont de nature à préserver les intérêts du privé? Bien sûr. Parce que, expliquez-le. Non, regardez, par exemple, si ce que je vous dis, nous, on ne peut pas continuer à nous endetter et que ce soit les entreprises du bailleur de fonds qui viennent s'enrichir. Oui. Ça, c'est déjà quelque chose parce que cela veut dire que quand on va nous endetter, on va regarder d'abord la part qui va revenir aux entreprises maliennes. Oui. Si, par exemple, si c'est le 5e pont, bon, on va dire, peut-être que nos entreprises n'ont pas la capacité de faire le 5e pont. Oui, attendez, je vous explique. Attendez. Non, attendez, je vous explique. Je vous sors. Non, je vous décompose. Ouais. Donc maintenant, il y a autour de ce pont, autour de ce grand projet, il y a des échangeurs, il y a des voies d'accès, il y a des problèmes d'assainissement et tout, qui peuvent revenir à nos entreprises. Oui, effectivement, je dis, il n'y a pas que ça. Oui. Les choix stratégiques aujourd'hui nous ont amené, par exemple, à créer pratiquement un espace communautaire bis avec l'AES. Vous voyez, nous sommes un peu en mal avec un espace communautaire avec lequel les entreprises maliennes, les secteurs privés ont beaucoup plus d'opportunités qui peuvent être freinées par cette tendance-là. Il y a tout ça. C'est pourquoi je vous demande en réalité si vraiment tous ces choix-là que nous sommes en train de faire, si vous pensez que vraiment peuvent avoir, que leurs répercussions sont forcément positives pour nos entreprises. La question d'espace communautaire, même la création de l'Union africaine, là, c'est des espaces communautaires. La création de l'UMOA, de la CEDEAO. Le monde est tel que face à des situations données, il faut réagir. Mais l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un espace assez riche, qu'on le veuille ou non. Parce que dans le monde entier, là où il y a les guerres, c'est les endroits qui sont très riches. Donc, nous sommes dans un espace qui... il se peut que les gens ne voient pas tout à l'heure les horizons, parce que c'est une question de leadership. Donc, et le leadership, c'est celui qui est devant. Donc vous misez sur le futur. Non, le futur c'est ça. On parle du présent. D'accord, nous allons... On est dans le présent. D'accord. Et le futur se prépare dans le présent. C'est clair. C'est le présent qui prépare le futur. Monsieur Diallo, on est dans le présent. Ce présent m'impose l'obligation de mettre un terme à ce débat pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. À Abdraman, nous sommes dans le secret de la délibération. Bon, comme je vous l'ai dit, on s'attendait à avoir le représentant du secteur privé, mais on a eu quand même aussi le politique. Vous savez, j'ai remarqué chez notre invité un grand effort d'équilibrisme. Vous voyez, il veut coûte que coûte chercher le juste milieu entre le public, qu'il appelle certainement ici l'État, et le privé qu'il était censé représenter. Et je pense que vraiment, si c'est quelque chose qui lui a réussi, c'est plutôt cela. Bon, quant à savoir si vraiment cette tendance est la bonne ou pas, ça c'est autre chose, c'est aux téléspectateurs d'en juger. Et à vous, Monsieur le Président, je vous laisse le soin de voir ce que vous allez lui donner comme truc ici. Mais je note au passage, quelque part aussi, qu'il est quand même un peu mu par ce que j'appellerais ici vraiment
l'entrepreneuriat patriotique. Donc je pense que dans votre appréciation, il faut tenir compte aussi de cet aspect-là. Vous n'avez pas posé des questions patriotiques. allez-y. Je n'en ai pas posé aussi d'antipatriotique. Allez-y. Hein? Non, je le disais au début de l'émission, on a fait quand même un invité de taille, et Diallo quand même est le président d'une organisation patronale. Et tout au long du débat, il a quand même s'est porté en défenseur, en farouche défenseur, en tout cas du secteur. Il avait beaucoup à dire, hein, mais seulement compte tenu du temps qui est imparti, il n'a pas pu... Il est venu même pour défier le jury. Pas pour le faire. Hein? Bon, au regard en tout cas de son souci quand même de développer le secteur privé, particulièrement le secteur BTP, dont il est un des acteurs, dont il porte la destinée aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu quand même de libérer des liens de l'accusation. Au bénéfice de ces deux réquisitoires, il me plaît, il me plaît, monsieur Boubacar H. Diallo, de vous libérer purement et simplement. Moi, j'ai pas écrit, hein. Des liens vous m'avez laissé la responsabilité de le faire. De vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté indéniablement. Ok. Donc, je dois parler? Allez-y. Je vous remercie. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir une autre émission pour même parler des questions économiques, pour essayer de donner beaucoup d'espoir à cette jeunesse qui a énormément de problèmes de ressources humaines. Parce que pour pouvoir même accéder à des marchés importants, pour pouvoir mettre les entreprises dans les conditions, pour pouvoir mettre la jeunesse en état de marche, il faut effectivement des ressources humaines de bonne qualité. Et la prochaine fois, certainement qu'on pourra parler de certains secteurs tels que même le financement des entreprises et autres. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité honorable Boubacar H. Diallo, membre du CNT et président de l'organisation patronale des entrepreneurs de la construction BTP au Mali. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à messieurs